Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1798. Le 6 juin 1798, 2 jours après sa mort, la cloche des pauvres de l'église de Sainte-Barbara annonça l'enterrement de Jacques Casanova. Peu de gens suivirent le cercueil sur le bref trajet du château de Dux. Les deux femmes qui lui avaient été les plus intimes pendant les dernières années, l'amie dévouée Élise von der Reck et la jeune comtesse Cécile de Rogendorf à laquelle il n'avait voulu jamais se montrer, le neveu Carlo Angiolini qui l'avait assisté jusqu'à la fin, quelques domestiques, quelques paysans. Puis, dans le brumeux paysage bohémien où il avait passé ses dernières années de vie, loin de l'éternelle agitation de ses voyages et des événements qui bouleversaient le monde d'hier qui était son monde, sur lui tombait le silence. L'épaisse trame d'amitié avec hommes et femmes qui avaient continué à l'aimer, l'échange de lettres, le travail de réflexion et d'écriture dans la solitude de la bibliothèque de Dux qu'il avait tenu encore lié au théâtre du monde, tout parut s'évanouir. Le grand aventurier laissait main mystère. Les pages de l'histoire de ma vie, que peu d'amis avaient lues manuscrites, seraient restées ensevelies pendant plus d'un siècle et demi dans le coffre-fort de l'éditeur allemand Brockhaus, connu seulement par quelques réviseurs chargés de la publication qui en donnèrent une version contrefaite en accroissant l'obscurité et les malentendus sur le personnage. À l'instar des poupées russes, ces mémoires renfermaient à leur tour d'autres secrets. Amours sur lesquels il avait voulu rester réticent, femme à l'identité inconnue, arrière-scène d'aventures laissées dans l'ombre, comme est le cas de sa rocambolesque fuite des plombs dont nous connaissons chaque détail. Mais nous ne savons pas, et lui-même ne savait pas quelle accusation des inquisiteurs de la République l'avait amené dans la sombre prison des Doges ni quelle condamnation lui était destinée comme nous ne savons pas S'. Il y eut des protections pour faciliter son évasion. Puis, les rapports avec les cours et les gouvernants européens que nous le voyons fréquenter dès sa première jeunesse, et ses entreprises financières. Si une autobiographie impitoyable qui relate à côté des succès les échecs et les fautes de son protagoniste, vous l'emportez sur Montaigne. C'est le plus grand éloge selon moi, lui écrivit le prince de Ligne. Garde des secrets, des ombres plus épaisses demeurent hors du temps racontées par l'histoire de ma vie qui s'arrête à son âge de 49 ans en 1774 avec son retour à Venise après son premier long exil. Lettres, témoignages extérieurs, œuvres de lui-même ne suffisent pas à combler les 24 années qui séparent la fin de cet exil de sa mort et qui couvrent un tiers de son existence. Un nouveau mystère vient maintenant à s'ajouter. La sépulture de Casanova n'est nulle part. Seulement une inscription placée sur le mur du cimetière le rappelle. De la tombe il n'a aucune trace. Pas un sépulcre profané ou détruit, dont on ait dérobé ou dispersé la dépouille mortelle du mythique personnage, au contraire une tombe inexistante. Personne n'a pu la retrouver pendant les 200 ans de recherche qui ont suivi sa mort. Quelques indices incertains n'ont suggéré que des hypothèses ou des légendes. La disparition si absolue de son corps évoque en quelque sorte celle de Don Juan, le personnage littéraire à lui plus proche, précipité et dissous dans le néant ou dans l'enfer sur les planches des théâtres de toute l'Europe. Peu d'années avant, le même destin était arrivé à Mozart, enterré dans une fosse commune restée anonyme, avec d'autres cadavres amoncelés sur plusieurs couches. Plus tard, à la moitié du XIXe siècle, le déplacement des dépouilles mortelles d'un cimetière à l'autre, aux États-Unis où il était émigré, effacera aussi la sépulture de Lorenzo da Ponte, le librettiste du Don Giovanni mozartien. Tous impliqués dans le destin du héros démoniaque qu'ils avaient créé. Aussi les lieux de sépulture des plus célèbres occultistes du siècle, le comte de Saint-Germain et Cagliostro, resteront inconnus. Cette fois l'implication de tous est dans la maçonnerie. Et la maçonnerie sera évoquée dans toutes ces obscures disparitions. Des événements extrêmes et violents s'étaient succédés pendant les 10 ans qui secouèrent le monde, dès la Grande Peur de 1789 jusqu'au tournant du siècle qui déjà voyait le système monarchique de l'Europe investi par les conquêtes militaires de Napoléon. Si Don Juan disparaît traîné dans l'abîme par la statue du commandeur à cause de sa faute, selon la tradition baroque du personnage du XVIIe siècle, maintenant laïcisé dans le drama giocoso mozartien, différente et toute politique ressortit la vicissitude des acteurs réels privés de leur sépulture. La grande crise qui traverse la fin de siècle n'est pas une simple toile de fond sur laquelle ils jouent leur histoire personnelle,
plutôt ils y sont impliqués intimement en tant qu'individus qui participent à l'affrontement des forces où s'usait le siècle de la raison. Le procès et la condamnation de Cagliostro était un grandiose autodafé qui répétait en plein siècle des Lumières les macabres rites de l'Inquisition catholique. La cellule souterraine où il fut enfermé et où il devint fou devait sanctionner le pouvoir de l'Église contre tous ceux qui le contestaient par des cultes marqués d'hérésie. Et de son corps, enterré sans cercueil dans la terre nue et sans aucune indication, chaque trace devait être effacée pour éternel anathème. La légende de l'énigmatique comte de Saint-Germain, qui fut en relation avec les cours de toute l'Europe, avec Madame de Pompadour, grande favorite de Louis XV, et avec Marie-Antoinette, justifie l'inexistence de sa tombe avec les présumées répétées apparitions de lui après la mort, toujours âgé de 40 ans à en juger l'aspect. Mais pourquoi l'enterrement précipité et irrévérencieux de Mozart à Vienne où tout le monde connaissait la grandeur de sa musique, et où il pouvait compter sur des protections dans les plus hauts milieux de l'Empire? Pourquoi la soustraction de la sépulture de Casanova dans la terre de Bohême, loin en espace et temps de l'agitation convulsive de la Révolution? Leurs cas, rapprochés par la figure du dissolu Don Juan, sont restés mystérieux. Casanova tomba malade en janvier 1798. On peut dire soudainement parce que jusqu'à cette date il projetait d'aller en voyage à Venise avec la belle Caroline Wertmüller, dame du vestiaire et maîtresse du comte Joseph Karl Waldstein, son hôte et protecteur au château de Dux, avec qui il s'était déjà mis d'accord. Il en avait donné l'annonce à l'ami vénitien Pietro Zaguri. Le 2 décembre il lui écrivait que bientôt il l'aurait embrassé de nouveau. « Je suis vieux, mais tout n'est pas encore parti. Il me reste la curiosité fille de mon entendement qui cherche les rapports des choses qui m'affectent. Quand je me reconnaîtrai dans un état d'indifférence, je me trouverai à la veille de ma mort. » C'était en particulier la curiosité de voir Venise autrichienne qui le poussait. Ces expressions montrent une grande vitalité. Le voyage dans ses intentions devait avoir lieu en avril, et il aurait été peut-être précédé par un séjour à Vienne, d'où Giacomo était absent depuis longtemps et où il voulait revoir son frère Giovanni, peintre de bataille, avec lequel le rapport n'avait pas été toujours paisible. Mais la maladie s'aggrava rapidement en le soumettant à des souffrances dont il parle lucidement, dans ses lettres à l'amie Elise von der Reck et à la jeune Cécile de Rogendorf. Elise lui envoyait des aliments pour stimuler son appétit, qui avait été formidable. « Il mange comme un loup », avait écrit le prince de Ligne, et maintenant s'était éteint du tout. Bouillon en tablettes et crevettes qu'il était cependant difficile de trouver en cette saison. Tendre et engouée de lui, Cécile, à qui Giacomo parlait de mort déjà depuis longtemps avant que la maladie ne se manifestât, recourait à la superstition des présages pour le réconforter. De Venise, Pietro Zaguri, encore en février, attendait l'arrivée de son ami et seulement craignait que le malaise dont il souffrait pût l'effrayer jusqu'à le convaincre de renoncer au voyage. Puis, à la fin de mars, il lui faisait expédier de Trieste les médicaments du traitement d'un médecin allemand, un tel Mayer, contre l'hydropisie, se disant sûr qu'ils puissent le guérir ou au moins lui apporter de consistants bénéfices. Encore peu de temps avant de tomber malade, Giacomo, en se remettant à la numérologie comme il avait déjà fait pendant les jours noirs de la captivité au plomb, avait calculé et écrit dans l'histoire de ma vie: aujourd'hui, 1er jour de novembre 1797, il me semble de pouvoir compter sur presque 4 ans de vie. Mais quand le mal se manifesta, il ne se fit pas d'illusion sur la gravité de son état, et se mit tôt à évoquer le spectre de la mort imminente en tant que libération de la douleur, en signant pour Elise von der Reck, Casanova mourant. Jusqu'à la fin, il garda intact son esprit unissant regret et humour en parlant de cette sortie non voulue de scène qui est le destin final de l'homme. Sa consolation en ces jours était ailleurs. Dans le silence qui l'entourait au château de Dux après le tapage de sa vie errante et le bruit sinistre des événements de la dernière décennie, les fantômes qu'il avait recréés dans la mémoire et confiés à son grand livre secret se pressaient en lui, répétant cette extraordinaire capacité de vivre toutes les formes de l'expérience, les plus hautes et les plus abjectes, et l'être lui-même de nombreuses figures. Les salles de jeu, les bas-fonds, les salons, les cours royales, les routes, les prisons, les aventuriers, les rois, et surtout les femmes de toutes sortes qu'il avait connues passaient devant lui recevant son plein assentiment qu'il ne démentit jamais, même pas à l'article de la mort. Le mouvement de la nature qui règle la vie du cosmos resta son unique horizon,
sans recours à des espérances et attentes surnaturelles. La phrase que le prince de Ligne lui attribue, « J'ai vécu en philosophe et je meurs en chrétien », si vraiment elle fut prononcée, sonne comme une ironique allusion aux exhortations que le curé de Dux, en éternelle dispute avec lui, se prodiguait à lui donner, pas moins que le message sarcastique envoyé à la pieuse Élise où il se déclarait pourvu de tous les passeports spirituels, pour entrer au paradis. En même temps il dut méditer comme à la création de la joie, à laquelle il avait voué son existence d'accord avec les instincts et la raison, suivent la destruction, l'anéantissement, l'oblitération, selon la loi naturelle. Et c'est ce qui arriva après les obsèques dans l'étouffante journée de juin. L'énorme notoriété que l'aventurier avait conquis sur le théâtre du monde devait se dissoudre dans l'instant. Sans les milliers de pages qu'il avait écrites à la main dans la solitude de Dux, aussi la mémoire de sa vie frénétique serait précipitée dans le néant. Mais au moment de la mort, ces feuilles couvertes d'une épaisse écriture formaient un manuscrit inconnu, et au futur incertain. Quand elles apparurent, des décennies après sa mort, beaucoup refusèrent toute crédibilité au récit. Quelqu'un nia l'identité de l'auteur en attribuant à Stendhal la paternité de l'œuvre sous anonymat, et il y eut même qui, comme Ugo Foscolo, mirent en doute que Casanova eût jamais existé. Du petit groupe qui accompagna le corbillard, personne n'a laissé témoignage de cette journée ni de l'enterrement du cercueil qui suivit le rite religieux. 1785. 13 ans plus tôt, dans une grise journée d'automne 1785, à Teplitz, brillante ville thermale, un âgé gentilhomme, de grande taille, au teint foncé, les manières raffinées, montait dans le carrosse du comte Joseph Karl von Waldstein, avec ses bagages de vêtements élégants un peu usés par le temps, ses livres dont il ne se séparait jamais et une mystérieuse caisse pleine de feuilles couvertes de dates et de noms, ses capitulares. Seulement 3 lieues le séparaient de la petite ville bohémienne de Dux à travers une terre disséminée d'antiques manoirs et de somptueuses résidences seigneuriales, parmi lesquelles ressortait par prestige et richesse le domaine des Waldstein, où l'aventurier avait accepté de s'établir comme bibliothécaire, un bref trajet qui l'amenait à une distance incommensurable des métropoles où s'était déroulée jusqu'à présent son agitée existence. Jadis la ville avec son bassin minier avait été florissante, mais les guerres de religion et la vengeance des catholiques contre les protestants après la bataille de la Montagne Blanche l'avaient anéantie. Maintenant elle est une partie déchue de l'Empire des Habsbourg, qui a déplacé désormais à Vienne et à l'Autriche son centre, et jusqu'à la fin du long règne de Marie-Thérèse a exclu du gouvernement et persécuté protestants et juifs. Quelques milliers d'habitants et rues désertes sauf les jours de fête. Au centre de l'agglomération, selon la coutume de la région, le château des Waldstein au fond de la place principale, derrière une grille décorée de groupes mythologiques, Vénus et Mars, Héraclès et l'hydre de Lerne. La façade de style classique, avec une terrasse qui la parcourt entièrement et un double escalier monumental, rappelle Versailles. Et comme à Versailles, a révélé le luxe de la riche demeure, c'est la façade postérieure qui donne sur le jardin. La vue d'ici est superbe. Au-delà du jardin baroque célèbre dans toute l'Europe pour son charme, un immense parc et à l'horizon, le massif de l'Erzgebirge. 100 chambres richement meublées, la salle d'honneur, les 2 suites pour le comte et pour sa mère, une série de salons ornés de statues et tableaux parmi lesquels s'impose le portrait du héros Wallenstein attribué à Van Dyck, et un grand nombre de chambres pour les invités, 6 bleues et 9 peintes, forment l'intérieur de la princière demeure que le comte fit visiter à Casanova. Un bâtiment séparé contient les écuries des chevaux qui sont la passion du comte, et au premier étage, 9 chambres pour le personnel de sa cour. J'eus la sensation d'un énorme bâtiment. Tous les châteaux de Bohême sont grands, mais ceci était comme un palais royal. Ainsi le poète et critique anglais Arthur Symons s'exprimera un siècle plus tard, ayant visité Dux en 1899. Sa description note: la bibliothèque forme une part du musée qui occupe une aile au rez-de-chaussée du château. La première chambre est une salle d'armes, où sont rangés tous les types d'armes de manière décorative, en recouvrant le plafond et les murs avec d'étranges dessins. La deuxième chambre renferme les porcelaines, collectionnées par le comte de Waldstein, ami de Casanova pendant ses voyages à l'Est. La troisième chambre est pleine de curieux jouets mécaniques, d'écrins et de gravures en ivoire. Enfin on arrive à la bibliothèque, située dans les 2 chambres les plus internes. Les rayonnages sont peints en blanc et montent jusqu'au bas plafond à voûte, blanc chaud.
Au bout d'une bibliothèque, dans le coin d'une fenêtre, il y a accroché une belle gravure avec un portrait de Casanova. Casanova définira Dux la Chantilly de la Bohème, dans la dédicace à Waldstein de son roman utopique Icos Amron en 1787. Et l'expression sera reprise par le prince de Ligne dans son livre Coup d'œil sur Belleuil qui parle des jardins de sa résidence à lui dont toute l'Europe admirait la magnificence. Mais en d'autres occasions il avouera s'ennuyer pendant ses promenades dans les environs de Dux, en y opposant le plaisir ressenti aux Tuileries, en grâce de l'irrégularité des femmes que j'y voyais. Variété en tout jusque dans les saisons, je les aime irrégulières. Le climat fou de Paris me plaisait plus que celui de Rome. Une vie irrégulière ne peut pas être approuvée par un esprit sage, et cependant elle est plus instructive qu'une régulière. Ce que j'ai gagné en expérience m'oblige à aimer les égarements. Égarement, désarroi, trouble, fourvoiement, c'est un mot polysémique qui rappelle le titre du roman de Crébillon fils, Les égarements du cœur et de l'esprit, texte clé de la littérature libertine. L'appartement de Casanova se compose de 2 vastes chambres au premier étage, au-dessus de la bibliothèque qui abrite 40 000 livres et manuscrits. Un lit à baldaquin, une commode, un secrétaire, un grand fauteuil, un pupitre forment l'ameublement. Il aura à sa disposition un valet de chambre, un cuisinier et une voiture, et touchera des appointements de 1000 florins selon la promesse qui ne sera pas toujours tenue. Prague est loin quelques milles, on peut arriver à Dresde en une journée. Si à Dux il n'y a personne avec qui discuter de philosophie ou de littérature comme Giacomo souhaiterait, le château s'anime d'invités lorsque le comte y est présent. Waldstein, dont la passion est les chevaux, organise d'extraordinaires compétitions hippiques. Le comte Joseph Karl jouit d'une grande renommée parmi l'aristocratie européenne. Max Lamberg, intime ami de Giacomo, lui écrira « Je vous félicite d'avoir un mécène comme lui, et je le félicite au reversi d'avoir fait choix d'un homme comme vous. » Mais l'aimable Waldstein s'absente de Dux dès qu'il peut, et pendant des années il restera loin, engagé dans de mystérieuses entreprises. Grand seigneur par le nom et la fortune, il est admiré partout chez les cours et la noblesse à cause de ses dots de caractère, dont on éloge surtout l'humanité et la simplicité. Aîné de la princesse Thérèse de Liechtenstein, sœur du diplomate et écrivain Joseph de Ligne, à la mort de son père il avait hérité toutes les terres de famille en Bohême et Moravie, qui provenaient en grande partie de 2 mariages du héros Wallenstein. De 30 ans plus jeune que Casanova, étant né en 1755, il était comme celui-ci adverse au mariage. Sa mère, qui voulait le persuader de se marier, lui avait choisi pour femme une princesse Lobkowitz, laquelle n'est ni belle ni laide, mais elle est riche et a le caractère doux, qualité que la femme de mon fils aura particulièrement besoin de posséder, comme la princesse écrivait à Giacomo dans la tentative de conspirer avec lui pour pousser son fils au mariage. Celle-là du 1785 était la 2e invitation que le comte adressait à Casanova. La première proposition de s'établir à son service sous la qualification de bibliothécaire, une des plus convoitées par les aventuriers, Waldstein l'avait formulée 3 ans auparavant, lorsqu'il s'était connu chez l'ambassadeur vénitien Daniele Dolfin pendant le dernier voyage de Giacomo à Paris. Mais alors Casanova, inquiet de son avenir, avait refusé remettant toute décision. Maintenant, dans les jours précédant la rencontre décisive avec Waldstein à Töplitz où la saison des eaux touchait désormais à sa fin et les nobles partaient, il apparaît encore tenté par l'idée de s'établir à la cour d'une grande ville. Le tour qu'il accomplit en ces jours est un voyage empreint de désespoir plus que d'illusion, et semble un pari de la dernière chance. Parti avec l'intention de chercher un emploi à Berlin qu'il n'atteindra pas, il avait fait étape le 30 juillet à Breno en Moravie, chez son ami Lamberg lequel, dans l'impossibilité de l'aider comme Giacomo devait déjà le savoir, l'avait adressé à Tchalo en Bohême chez Ferdinand Opise, ancien jésuite et maintenant acharné ennemi de la Compagnie de Jésus, avec qui se nourra un long quoique pas toujours paisible rapport, même ici avec une issue négative escomptée en avance. La connaissance de cet homme aimable et rare fera époque dans votre vie. Si vous pouvez l'adresser à quelque honnête homme à Carlsbad, n'y manquez pas, lui avait écrit Lamberg. Et Opise, chez qui Casanova s'arrête 2 heures pour réparer sa voiture, lui répond le 15 août. Même dans ce court espace de temps dont j'ai joui de son commerce, j'ai trouvé en lui l'homme digne de notre haute considération et de notre amour.
un philosophe bienveillant dont la patrie est ce grand univers de notre planète, et non le seul état de Venise, et qui même dans les rois n'estime que les hommes. Tout de suite, Giacomo était reparti à destination de Carlsbad pour rencontrer la princesse Lubomirska, cousine du roi Stanislav Auguste, qu'il avait protégée pendant son séjour en Pologne avant le fatal duel avec le comte Branicki à cause d'une rivalité d'actrices. Et aussi celle-là fut une tentative sans issue. À Brno avait son siège la secte maçonnique extrémiste du juif Jacob Frank, qui s'était proclamé le Messie, secte que Casanova connaissait depuis longtemps et avec laquelle il continuera à garder un obscur rapport. Est-ce qu'il y a eu aussi une rencontre avec ce singulier personnage qui prêchait la nécessité du péché et de la transgression sexuelle pour atteindre le salut, et qui imposait à ses adeptes obéissance et contribution en argent? Tous ceux que Casanova rencontre dans ce voyage sont francs-maçons. Est-ce celle-ci la clé de sa dernière tentative? Puis, l'offre d'emploi du comte de Waldstein, que Giacomo, contraint désormais par la nécessité, accepte avec des intentions incertaines, peut-être seulement pour une brève période, en attente d'autres opportunités. Quelquefois, ensuite, il dira avoir commis alors la plus grave erreur de sa vie, et dans ses mémoires il annotera amèrement: « Je suis à Dux, où pour être d'accord avec tous mes voisins, il suffit que je ne raisonne pas avec eux. » Mais, en d'autres moments, il précisera son rapport avec les lieux écrivant: « On dit que ce Dux est un endroit délicieux, et je vois qu'il peut l'être pour plusieurs, mais pas pour moi, car ce qui fait mes délices dans ma vieillesse est indépendant du lieu que j'habite. » Ce qui l'intéressait étaient les autres êtres, les rapports humains, l'étude de la psyché et des passions. Sans doute, maintenant à Dux il avait pour la première fois une situation stable, la certitude d'un refuge sûr et une rente de 1000 florins qui cependant ne lui sera pas toujours payée. Mais les motivations de son choix étaient bien plus complexes et plus anciennes. Le paradoxe de l'histoire de ma vie est de raconter d'une manière limpide les faits qui dessinent, en même temps que les mœurs d'une époque, l'auto-analyse de l'écrivain, et de garder l'obscurité sur des points essentiels. Mystérieuse est restée l'identité des 3 femmes que le séducteur avait le plus aimées. La dame provençale Henriette, la religieuse vénitienne de l'île de Murano, Pauline la portugaise. Et dans chacune de ces histoires les circonstances de la séduction féminine sont laissées souvent en pénombre. Les mémoires ne disent pas les motifs qui avaient poussé à prendre le voile l'aristocratique et même mécréante et libertine, ni les raisons pour lesquelles Henriette dut se plier lorsqu'à Parme un officier français lui intima de faire retour en Provence d'où elle avait fui pour cause aussi obscure, tandis qu'il est apostrophe. Il n'y a aucune trace qui permette de reconstruire les vicissitudes du mariage imposé par la couronne à la jeune noble portugaise en fuite à Londres. Peut-être était-elle l'héritière d'une des nobles familles d'Alberta ou Margalais, la dame provençale que le jeune séducteur rencontra tandis qu'elle voyageait en Thalie, travestie en vêtements masculins, avec un officier qui lui était étranger et duquel Casanova la racheta. Mais dans l'une et l'autre hypothèse les données ne concordent pas toutes avec les indices fournis par le mémorialiste. Peut-être appartenait-elle à la noble famille Morosini, la religieuse vénitienne que Giacomo partagea avec l'abbé François de Pierre de Berny, ambassadeur de France et ensuite protégé de Madame de Pompadour jusqu'à ce qu'il ne tombe en disgrâce à cause de désaccords sur la guerre de 7 ans et soit nommé cardinal à Rome, où Casanova le retrouvera beaucoup plus tard. Esprit fort, comme on appelait les rationalistes du siècle des Lumières, est elle qui initia Casanova aux expériences libertines et à la connaissance des textes du libertinage érudit qui circulaient secrètement. Quant à Pauline, il n'a pas été possible d'assigner un nom à la noble famille portugaise impliquée dans la conjuration contre le tout-puissant Premier ministre de Lisbonne, le marquis Pombal, ni de retrouver les raisons pour lesquelles il persécuta la jeune fille enfuie en navire sous déguisement masculin avec son fiancé camouflé en femme et démasqué avant d'arriver à Londres, où Casanova vivra avec la fugitive jusqu'à son rappel en patrie. Dans le catalogue des conquêtes féminines que l'histoire de ma vie énumère avec nom et date qu'on peut retrouver dans les documents de l'époque, à côté de souverains, hommes de lettres, aventuriers, imposteurs, tous connotés par les données de leur identité historique, ces 3 femmes tendrement aimées montrent un aspect plus secret du grand libertin mais non pas un visage. Elles sont parmi les peu nombreuses figures haut placées séduites par Giacomo, qui choisissait le plus souvent ses conquêtes parmi les bourgeoises, mariées ou nubiles ou à la veille des noces, ou bien dans le monde du théâtre parmi actrices et figurantes, sinon plus en bas,
dans les rangs aux marges de la société jusqu'aux couches les plus misérables ou les plus désespérées, pour une impulsion qu'il ne cache point mais dans laquelle il n'enquête pas malgré sa soif sadienne de dire tout. Ainsi, viennent-elles au-devant de la scène avec leurs traits révélés par les archives, les petites filles qu'il a toujours aimé pervertir, les femmes des brèves rencontres, celles disponibles à la galanterie pour argent ou pour mœurs, et les autres fascinées par les intrigues de la séduction. Même les épouses adultères le jour des noces ont un nom, et ces filles à lui persuadées à l'inceste, les autres formes d'égarement de la psyché féminine que le séducteur vénitien poursuit pendant toute sa carrière libertine. Au contraire, l'autre Casanova des sentiments profonds, vécu en pleine liberté comme des moments de la loi éphémère du temps et pour cette raison les plus intenses expériences du moi et du rapport avec le monde, est repoussé sur la toile de fond de la comédie humaine que le mémorialiste raconte. C'est une réticence voulue, construite par l'auteur, et pour laquelle ne semble pas valoir le motif ou prétexte de discrétion allégué par lui, dans une œuvre qu'il ne destinait pas à la publication pendant sa vie mais seulement à la lecture de la postérité, et qui d'ailleurs cite explicitement vertus et vices, publics et privés, de personnages connus, actrices et chanteuses célèbres, nobles et ministres, philosophes et écrivains, et les rois de France et d'Angleterre, les impératrices d'Autriche et de Russie, tant Q'. On peut lire ses mémoires comme une chronique historique de son temps. Le silence, ou mieux la dissimulation des figures réelles des femmes les plus aimées, dans une narration qui ne cache rien des liaisons avec elles, ouvre des fentes que l'œuvre laisse irrésolues sur la complexité de la psyché du séducteur. Si à Paris, à son arrivée après la fuite des plombs, la connaissance de son complice en amour François de Pierre de Berny, qui peut-être avait été à l'origine de sa détention à cause de l'interdiction peine la mort imposée aux nobles vénitiens d'avoir n'importe quel rapport avec des diplomates étrangers, et Giacomo fréquentait la maison du patricien et sénateur Matteo Bragadin, l'introduisit dans le milieu du gouvernement et des affaires financières, et si à Amsterdam la chance d'un présumé calcul cabalistique sur le sort des apostrophes. Un navire avec une charge précieuse lui valut un gain important chez un riche marchand, ainsi qu'une liaison avec sa très jeune fille. Restent-elles moins claires les autres sources de son considérable revenu qu'il dilapida le long des ans au jeu, en voyage, dans la vie mondaine? Combien gagna-t-il dans la grande escroquerie à laquelle se prêta la marquise d'Urfé, fanatique occultiste, obsédée par le mythe de la régénération, et combien dans ses autres entreprises ésotériques? Quelle protection de la franc-maçonnerie il eut dans ses pérégrinations? Déjà la duplicité à qui on devait s'en tenir dans l'expression des idées, pour se soustraire à la persécution de l'État et de l'Église qui au siècle des Lumières continue à sévir, comme Casanova sait par expérience personnelle, et avec lui Voltaire, Diderot, Rousseau, dès la condamnation par le Conseil des 10 sous le prétexte des livres ésotériques qu'il possédait, induisait à nier en public les convictions suspectes d'anticonformisme. Casanova en donnera l'exemple par ses nombreux essais composés à un âge avancé au château de Dux, et restés dans les archives du comte de Waldstein, qui les avait achetés en récompense du paiement des dettes contractées par l'écrivain pour imprimer son roman de science-fiction Icosamron, œuvre qui révèle une pensée matérialiste et athée, tandis qu'en public il se déclare constamment chrétien. Pas moins dangereuses étaient les intrigues et les liaisons qui s'entremêlaient dans le tumulte d'une existence, dont l'enjeu était la montée de la pyramide sociale. L'assiduité dans les lieux du pouvoir répond en lui à la logique de cette ambition plus qu'aux pratiques du libertinage, lesquelles se déroulent en d'autres milieux, plus bas et souvent marginales ou équivoques où les occasions de conquête féminine comme de gain ne manquent pas, tandis qu'elles font défaut ou sont difficiles pour le bourgeois Casanova dans les hautes sphères de la société. Ni le jeu ni les aventures érotiques ne suffisent à expliquer les mesures restrictives adoptées par les autorités à son égard, souvent en contradiction ouverte avec le rôle réellement joué par l'aventurier vénitien. Jeux et femmes n'expliquent pas, par exemple, l'expulsion injustifiée de Vienne en 1767 lorsqu'il est victime d'une escroquerie et d'une agression de la part d'un malfaiteur notoire, ni la lettre de cachet qui l'éloigne la même année de Paris et de la France. Par contre, en d'autres occasions la tolérance dont il bénéficie malgré l'accusation de délit reste inexplicable, comme à Paris en 1759 quand, impliqué dans une tentative d'avortement clandestin de la jeune Justiniana Wynne, il se vit acquitté de tout soupçon sur la base d'un témoignage manifestement acheté, avec le consentement du puissant lieutenant-général de police Antoine Sartine, inflexible persécuteur de Sade aux côtés de Madame de Montreuil, la terrible belle-mère du marquis.
derrière la limpide superficie de la narration de l'histoire de ma vie, et plus tard derrière les témoignages des documents obstinément retrouvés en 200 ans de recherche, les événements où Casanova se trouva impliqué pendant sa longue carrière d'aventurier, avec les cours, les souverains, les gouvernements, les nobles, les polices d'Europe, les protections dont il profita, la série d'expulsions, de la Pologne, de Vienne, de la France, de l'Espagne, qui marque la dernière période de ses voyages avant le retour à Venise en 1774, garde cachée certaines motivations plus profondes. Maint épisode semble dû aux occasions offertes par les rencontres de cet agité vagabondage qui était le métier des aventuriers du XVIIIe siècle. Mais en effet, il renvoie à une trame souterraine des relations qui les préparent et dans lesquelles il se situe comme opportunité qu'on ne peut pas placer sous le signe du hasard, et dont au contraire il faut rechercher les sources dans la volonté, individuelle ou sociale. Sur le fond, de Venise à Dux, depuis la prison des Plombs jusqu'à la bibliothèque du château bohémien, il y a toujours la grande politique, publique ou secrète, des monarchies, dans une époque d'âpres conflits qui remet en question radicalement le pouvoir et change la mentalité des gens jusqu'à la crise révolutionnaire. Et en cette dimension publique qui envahit la sphère privée d'une manière pas connue auparavant, l'action tantôt explicite, tantôt occulte de la franc-maçonnerie se révèle un élément important, parfois instrument, parfois cible du pouvoir légitime. Il faut remonter au moins à la période du retour à Venise, et peut-être plus en arrière, et ensuite suivre les étapes de la nouvelle phase de sa vie pour tenter de reconstruire, parmi mauvaise humeur, rancœur, nostalgie, amitié tenace, la physionomie de ce voyageur inconstant qui se lie étroitement à un noble de 30 ans plus jeune que lui, indifférent aux 40 000 livres réunis dans sa bibliothèque et pendant 13 heures par jour écrit dans un château isolé de la Bohême. Après le séjour contradictoire à Londres en 1763, sommet de ses chances et de ses malheurs, débuté avec une considérable richesse et achevé avec la fuite pour dette, marqué par l'amour romantique de la jeune Portugaise Pauline, puis par l'humiliante défaite qu'une petite prostituée, la Charpillon, lui a infligée impitoyablement, si bien que le mémorialiste écrira que dès ce moment il a commencé à mourir. Après ce voyage, la décennie de pérégrination qui précédant le pardon des inquisiteurs de la République et que le prince de Ligne appellera de juifs errants, et la période des tentatives de s'installer dans un emploi de prestige dans les cours d'Europe, de ses échecs avec les souverains éclairés Frédéric le Grand et Catherine de Russie, de la série de dramatiques expulsions. Chacune de ces vicissitudes est un pas progressif vers l'abîme. S'il avait dû quitter la Pologne en 1766 sur conseil du roi son protecteur, à la suite des menaces de mort des nobles après le duel avec le comte Branicki duquel ils sortirent tous les deux blessés, lui à risque de perdre un bras, Branicki de mourir, l'expulsion de Vienne en 1767 dérive d'un sordide piège que son ennemi de toujours, l'infâme voleur, Antonio Pocchini, lui tend pour le dérober en attirant par les promesses lubriques de son enfant Adélaïde de 9 ans, par laquelle Giacomo dans sa perversion pour les petites filles se fait imprudemment tenter. Ici il est en même temps coupable et victime. La même chose arrivera, encore en 1767, à Paris où il va assister une jeune femme enceinte qu'un autre aventurier, Antonio Della Croce, lui a confiée et qui mourra en couche, et d'où la lettre de cachet de Louis XV lui ordonne de partir sans le motif d'un délit, selon l'usage de ses mesures royales, mais probablement sur demande des héritiers de la marquise d'Urfé dérobée de l'héritage par la longue imposture magique de Casanova, sa plus grande faute d'ésotérisme qui laisse engagera à expier par la sincérité de ses mémoires. De l'Espagne enfin c'est le Vénitien Giambattista Manuzzi, amant déclaré de l'ambassadeur Alvise Mocenigo, ensuite condamné pour sodomie, qui provoque son expulsion en 1768 lorsqu'il commet l'indiscrétion de révéler que son titre de comte est faux. Significative coïncidence. Giambattista est le fils de ce Manuzzi qui à Venise l'avait épié pour le compte des inquisiteurs avant sa détention au plomb. Au moment du retour à Venise, Casanova a accumulé ses amères expériences, mais surtout à 49 ans, il a un nouveau projet de vie. Ce n'est pas avec un sentiment de renoncement et défaite qu'il rentre dans sa ville, selon le stéréotype de l'aventurier et du séducteur en déclin, auquel écrivains, cinéastes et biographes ont souvent sacrifié. Parmi eux, Arthur Schnitzler qui dans son récit Le Retour de Casanova, lui prête 53 ans, l'âge auquel il découvrit l'histoire de ma vie dans la version manipulée par les vulgarisateurs de l'éditeur Brocos,
l'inquiétude de la vieillesse imminente, et un pacte d'espions au service du Conseil des 10 signé comme condition du retour, emploi qui remonte à l'année 1776 et ne fut pas demandé par les inquisiteurs pour accorder le pardon. Surtout l'écrivain lui attribue une action que Casanova n'aurait jamais commise. Se déguiser en l'amant d'une femme, achetée contre ses dettes de jeu, pour profiter dans l'obscurité d'une nuit d'intimité avec elle qui le repoussait et qui ignorera sa vraie identité. En 1774, quand l'exil qui suivit l'évasion des plombs prit fin, il voulait, vivant du nécessaire dans le calme de la ville, écrire et subvenir à ses besoins de manière indépendante par le revenu de ses œuvres. S'il ne s'attend à rien de la fortune, ami exclusif de la jeunesse et ennemi déclaré de l'âge mûr, dans ses mémoires il écrira toutefois: il me semblait qu'à Venise je ne pouvais que vivre heureux, sans avoir besoin des faveurs de l'aveugle déesse. Je comptais de pouvoir suffire à moi-même, tirant parti de mes talents, me sentant sûr de ne plus succomber à aucun malheur, armé comme j'étais d'une grande expérience, et d'ailleurs désabusé de toutes les vanités qui m'auraient conduit au précipice. Les chroniques du temps racontent une histoire différente du stéréotype du perdant. Le retour de Casanova fut la nouvelle du jour à Venise. Et il tira une joie immense se montrant à place San Marco, à Rialto, retrouvant ses amis, les frères Andrea et Bernardo Memo, Pietro Zaguri, les Mocenigo, les Morosini, les Grimani, se voyant accueillis, fêtés, applaudis par le citoyen de tous les ordres, comme il le dit lui-même. Il fit une visite au secrétaire du tribunal de l'Inquisition, Marcantonio Bisnello, frère de celui qui occupait la même charge en 1755, au moment de son arrêt, et de lui il apprit avoir été gracié en récompense de sa réfutation de l'histoire du gouvernement de Venise, d'Amelot de la Houssaye, histoire bien critique de la République de San Marco. Il alla dîner chez les inquisiteurs, Francesco Grimani, Francesco Sagredo, Paolo Bembo, qui désiraient écouter de sa voix le récit de l'évasion des plombs. Il retrouva encore quelques-unes de ses femmes, son premier amour Angela Catarina Tosello maintenant mariée Rizzotti, la très belle Giustiniana Wynne devenue écrivain à succès, dont la vie aventureuse s'entrelace à plusieurs reprises avec la sienne, la danseuse Anna Binetti qui l'avait aidé à se sauver de Stuttgart en 1760 lorsqu'il était menacé de mort q'. Il revit à Londres en 1763, et qui fut cause de son duel avec Branicki à Varsovie en 1766 pour sa rivalité avec une autre danseuse. 2 ans avant, une lettre envoyée le 2 octobre 1772 par le résident vénitien à Ancône, Bandiera, au Conseil des 10 décrivait ainsi Casanova. On voit partout ce triste contumace de la justice de l'auguste Conseil se présenter hardiment, la tête haute et bien habillé. Il est reçu chez beaucoup de familles. Il est un homme âgé de 40 ans au maximum, de grande taille et d'aspect excellent, vigoureux, le teint bien foncé, l'œil vif, la perruque courte de couleur châtain. Son caractère à ce qu'on dit est hautain et dédaigneux. Il parle avec abondance, esprit et érudition. Mais en réalité Casanova avait 47 ans. S'il en paraît moins, on peut penser que sa forme était loin alors et dans la période qui suivit, de l'image de l'homme en déclin conçue souvent par les biographes. Sans doute la mélancolie de l'âge est évoquée en plusieurs endroits de l'histoire de ma vie. Abandonné par la fortune à 49 ans, il s'avoue d'ailleurs désabusé de toutes les vanités qui m'auraient conduit au précipice. Mais il écrit ainsi dans les dernières pages de ses mémoires, presque 20 ans après le retour dans sa patrie. D'autres allusions se réfèrent aux difficultés rencontrées pendant ses dernières pérégrinations. Toute la belle perspective d'un plus heureux avenir ne se présentait plus à mon imagination. Je me sentais obligé à me l'avouer, que j'avais perdu tout mon temps, ce qui voulait dire que j'avais perdu ma vie. Les 20 ans que j'avais encore devant moi et sur lesquels il me semblait de pouvoir compter me paraissaient tristes. Je concevais qu'il ne s'agissait que de me rendre moins désagréable une descente dont le dernier point était la mort. Ces lignes sont le souvenir de l'état d'âme d'extrême incertitude qui précéda l'appel du Conseil de 10, quand il voyait s'accumuler les expulsions et les échecs de ses tentatives d'emploi dans les cours européennes. Le prince de Ligne, traçant un fin portrait de lui en noir et blanc, défauts et vertus, insiste sur l'irascibilité de Casanova, que chaque moindre gêne irrite et qui tout de suite s'enflamme si son amour-propre est blessé ou s'il le croit blessé, mais encore une fois,
Nous sommes dans les années plus tardives du bibliothécaire de Dux et en particulier au moment où, absent le comte de Waldstein, se déroule la dispute avec les rudes et hostiles domestiques du château que l'écrivain racontera dans ses lettres au majordome jamais expédiées, et peut-être écrites dès le début avec l'intention de ne pas les rendre publiques. À la même époque, le singulier essai d'un médecin de Lausanne, Samuel Tissot, auteur d'un texte sur l'onanisme, examinait la pathologie de l'homme de lettres, dressant la liste des maux qui dérivent au cerveau, à l'intestin, à la vessie, par la concentration excessive dans l'activité mentale et l'inaction du corps, déduisant que l'hypocondrie est la maladie par excellence des intellectuels. Et sans doute, dans le cas de l'aventurier vénitien, trop grand était l'écart entre les manières mondaines qu'il avait apprises dans la raffinée société parisienne et les séjours de cour, et la grossière mentalité soldatesque des domestiques du château, entre l'élégance soigneuse et un peu démodée de ses vêtements et le goût ordinaire des gens de Dux, entre sa culture nourrie par une insatiable curiosité et l'obtuse ignorance de ses cohabitants bohémiens. Autre et différent thème est la réflexion sur la mort, qui accompagne constamment l'inquiétude du siècle, dans une perspective laïque, terrestre, rationnelle, pôle dialectique de la recherche du bonheur qui est l'impératif de l'homme du XVIIIe siècle, délivré de l'anxiété de l'âge baroque entre salut et perdition. Même Casanova en fera l'objet de sa méditation. L'idée d'un changement radical de vie s'était formée avant les jours de cette ligne de partage qui est le retour à Venise, et elle était la volonté de se transformer d'aventurier en homme de lettres. De renoncer au vagabondage pour s'établir dans un lieu, et utiliser en écrivain sa grande érudition et son observation du monde, selon le programme qu'il avait esquissé à l'occasion de l'entretien avec Voltaire plusieurs années auparavant, affirmant privilégier l'expérience des hommes à la connaissance livresque de l'histoire. En cette entreprise, il déversera la grande vitalité qui avait fait de lui un protagoniste du siècle dans sa pratique de voyageur et de séducteur, et qu'il confirmera toujours, même pendant les moments de la plus triste méditation, en tant que condition humaine de bonheur et d'expérience de la joie. Lui-même parle de sa nouvelle manie d'écrire. Depuis que la graphomanie s'est emparée de moi, dans sa feuille théâtrale, Le Messager de Thalie, fin 1780. Pour le moment, pendant les 8 années de séjour à Venise avant son deuxième et définitif exil, être homme de lettres est pour lui un métier, un moyen de l'art de vivre. À son centre, le théâtre, symbole et lieu du paraître qui pour Casanova est l'essence du rapport avec le monde, en syntonie avec le code de l'âge des Lumières qui repousse au nom de la sociabilité la réserve introvertie de la foi religieuse, comme il ignore l'intimité du sentiment que l'époque romantique mettra en vogue. Enfant de comédien, il doit aux planches une condition sociale que l'aristocratie continue à mépriser, et à la fois le titre présumé à une part de sang noble, si vraiment il est né, comme lui-même le revendique, des amours de sa mère Zanetta Farussi avec Michele Grimani, propriétaire du théâtre San Samuele où la jeune actrice avait débuté. C'est encore la carrière théâtrale qui amène Zanetta loin de Giacomo dès la première enfance, gravant une blessure profonde qu'il tâchera de compenser par son narcissisme. Et le théâtre en tant que rite social, vitrine d'idées et lieu physique de rencontre sera toujours privilégié parmi les fréquentations de Casanova. Nombreux de ses amis sont acteurs ou danseurs, beaucoup de ses femmes chanteuses ou danseuses ou actrices ou figurantes, mot qui a son sens propre de comparse, joint souvent celui de femme de petite vertu. Le penchant pour les déguisements, les masques, la récitation qui ici il appartient à la civilisation du siècle, atteint un fait dans le long carnaval de Venise, et Giacomo y trouve occasion de conquête féminine et de jeux de hasard, s'unit en lui à l'intérêt pour les dialogues dans lesquels les gestes, les actions, les intentions des hommes prennent forme, comme il arrivera plus tard dans la stratégie narrative fort dramatisée de l'histoire de ma vie qui reproduit après nature les scènes vécues, confiant but et conflit aux paroles des personnages. Il écrira des comédies et montra en certaines occasions de grandes mascarades afin d'étonner et amuser le cercle de ses connaissances, vraie mise en scène où s'entrelacent le but érotique, son narcissisme et l'idée de la vie comme simulation et spectacle. À Milan, pendant un carnaval, il habille ses amis en gueux, en mendiant avec tissus de luxe pour représenter le monde à l'envers intervertissant misère et richesse, et pour humilier et conquérir deux cousines arrogantes de leur noblesse. Tout est apparence et tout est précaire. Le théâtre illustre la grande simulation qu'est la vie, les faux rites sur lesquels se tient la société.
Casanova est lui-même toujours sur la scène pour monter en grade social, pour multiplier ses vies, par l'impact de sa figure et par l'art de la conversation dont il est expert. À Venise, le théâtre devient entreprise économique. Plus tard, la chronologie et la géographie casanovienne marqueront d'autres étapes de son évolution d'homme de lettres. Les années de Vienne et de Dux feront naître le romancier, le mémorialiste, le philosophe. Quels motifs poussèrent Joseph Karl Waldstein à se lier à Casanova ? Le prince de Ligne, son oncle, les attribue au commun intérêt pour les sciences occultes. Mais il n'y a aucun signe que pendant les 13 ans du séjour de Casanova au château bohémien, il y eut un épisode concernant les doctrines ésotériques. Lorsqu'il l'avait présenté à Waldstein à Paris, l'abbé Della Lena avait fait l'éloge de l'érudition de l'aventurier vénitien et de son réseau de relations. Ce vagabond sans titre légitime a approché au cours de ses pérégrinations les personnages les plus remarquables de son époque. Tous les milieux lui sont familiers, et en avait dressé la liste: le théâtre, la littérature, la politique, les finances, les cours. Eusebio Della Lena, savant de prestige à qui Marie-Thérèse avait confié la direction du Thérésianum, le collège pour les filles nobles fondé par elle-même, possédait sans doute les titres pour accréditer en homme de culture le séducteur Casanova. Mais aussi en ce cas, même si les connaissances encyclopédiques de l'aventurier dans tous les domaines du savoir, philosophie, politique, art, purent le tenter, c'est douteux que le comte, un libertin passionné de chevaux, voulut ajouter un intellectuel à sa cour de dux formée d'administrateurs et de domestiques. Ni d'ailleurs les relations de Giacomo pouvaient rien ajouter à celles d'un grand aristocrate, lié aux cercles les plus haut placés d'Europe. On peut supposer que dans une société ainsi rigoureusement hiérarchisée, il ait eu des raisons plus secrètes pour conclure un lien avec un individu irrégulier qui avait vécu toujours aux marges de la classe à laquelle il tenait à appartenir, et avec des ressources d'incertaines origines. Sa célébrité, d'ailleurs en déclin, ne pouvait pas donner lustre aux représentants d'une grande maison, si vraiment ce fut pour vanité qu'il voulut avoir Casanova à sa petite cour provinciale, comme plus tard le jeune neveu du prince de Ligne dira. Encore une fois, on peut estimer qu'un rôle important fut joué par la franc-maçonnerie. La commune affiliation à la fraternité, à l'époque profondément insérée en Autriche dans les structures du pouvoir, sous la protection de Joseph II qui s'en servait comme instrument de sa politique de réforme, a pu être décisive. La proposition vint 2 fois du comte, comme si celui-ci eût agi sur tâche pour assurer solidarité et protection à un représentant de vieille date de la confrérie. Peut-être était-ce un pacte celui que Casanova stipula avec Waldstein à Teplitz, et le pacte ne prévoyait aucune obligation dans la bibliothèque du château. À Dux, il était un invité rétribué par son mécène. Le comte ne lui demandera jamais rien. Il lui donnera pleine liberté de gérer son temps, et le bibliothécaire en jouira largement. En 13 années, il achètera les œuvres de Voltaire et entamera un catalogue des 40 000 volumes, patrimoine négligé des Waldstein, rien de plus, tandis qu'il travaille exclusivement à ses œuvres avec l'entière approbation de son hôte, d'ailleurs indifférent à ce précieux dépôt de culture. Seule la mère de Joseph Karl, la princesse Thérèse de Liechtenstein, ignorant le pacte, ira au château juger de son rendement. En 1783, alors qu'il recommence ses pérégrinations, 8 ans après le retour à Venise, tout de suite Casanova est repris dans le tourbillon des événements politiques européens, ainsi que dans les tentations libertines délaissées pendant la parenthèse d'union bourgeoise et presque conjugale qu'avait été le concubinage avec la petite couturière vénitienne Francesca Buschini, plus jeune que lui de plus de 20 ans et de misérables conditions. Il fit un long voyage à travers l'Europe, comme sous une crise d'abstinence qui s'était accumulée pendant la période d'immobilité dans la ville lagunaire, où la nostalgie du retour n'avait pas compensé l'étroitesse d'horizon ni l'hostilité de l'aristocratie locale vers l'aventurier citoyen du monde. C'est un voyage étrange qui, parti de Vienne, où le séjour dura 2 mois, aboutit définitivement à Vienne, comme si la capitale des Habsbourg avait été choisie dès le début. Un voyage inutile, si Casanova savait que ses amis étaient presque tous morts, comme il écrit, et qu'il ne pouvait pas s'attendre à des occasions d'emploi dans les nombreuses villes où il fit étape. Quant à reprendre la vie de vagabondage, c'est lui-même qui écrit à un ami demeuré inconnu. « J'ai 58 ans, je ne puis voyager à pied et voici venir l'hiver,
et si je pense à me remettre en route pour reprendre ma vie d'aventurier, je me mets à rire en me regardant au miroir. Les lettres que la jeune amie vénitienne lui écrivit suivent l'an d'errance 1783, marquant les étapes du parcours vécu par le voyageur sous le signe d'une anxieuse incertitude. Vienne, mars-mai, 30, Tenensbrück, Augsbourg, juin, Francfort, Aix-la-Chapelle, Mayence, Cologne, juillet, Spa, août, Bruxelles, septembre, Paris, octobre-novembre. De Tenensbrück, vous avez voyagé 48 heures sans jamais vous arrêter, grand homme que vous êtes pour voyager, lettre du 11 juillet. À Francfort, il arrive frais comme une rose, après 42 heures de voyage, faisant 18 postes, ne s'arrêtant que pour changer les chevaux, et dormant 18 heures mieux qu'au lit, 16 juillet. À Aix-la-Chapelle, il est conduit par sa femme chez Antonio Pocchini, l'aventurier qu'il avait plusieurs fois persécuté, en fin de vie maintenant. Il me fit beaucoup rire l'avoir entendu qu'il vous a demandé un écu pour l'amour de Dieu et vous lui avez répondu que vous n'avez l'âme disposée à lui donner même pas un sou et en lui riant au nez vous vous êtes levé debout lui disant « Adieu, je vous souhaite une bonne mort », 15 août. D'ici il est reparti s'embarquant sur le Rhin avec le marquis Durazzo, pour arriver par un très heureux voyage de 2 jours à Cologne. L'étape la plus importante fut Spa, où Giacomo écrira à l'abbé Della Lena, je ne sais en vertu de quelle convention se rendent une fois par an tous les étés toutes les nations de l'Europe pour y faire 1000 folies. Je fis les miennes aussi et j'y passai environ 1 mois. Dans ce lieu il notera encore « La passion du jeu est plus forte que la galanterie. Le joueur n'a pas le temps de s'arrêter à considérer la qualité d'une fille, ni le courage de lui sacrifier quelque chose. Ici arrive un obscur épisode, la rencontre avec une mystérieuse dame anglaise qui l'engage à l'accompagner jusqu'à Amsterdam et lui demande de voyager avec elle pendant 4 ans. Puis, elle me tint des propos qui me glacèrent d'effroi. Je restai une demi-heure plongée dans de profondes pensées, sans qu'elle songeât à me rappeler que je devais lui répondre. Revenue à moi, je lui dis « Permettez-moi madame qu'aussitôt rentré à l'hôtel, je vous quitte pour ne vous revoir jamais et que je m'en aille où il me plaira. » Cette femme étrange me répondit en latin simplement par ces 3 mots « Secer voluntatem tuaem », et sur l'heure elle me remit un billet à l'adresse de son banquier à qui elle donnait l'ordre de me verser 25 guinées. Puis elle me laissa seule. Giacomo part 1 heure après. Je ne raconterai jamais à qui que ce soit les propos de la dame anglaise, mais un grand événement pourrait avec le temps vous le faire deviner, ainsi qu'à tout autre qui aurait été informé de mon union avec elle, écrit Casanova, et il tiendra à jamais sa résolution. Attentat, conjuration ? L'énigme est restée inviolée. On sait seulement que la dame s'appelait Thomson. Mais la réticence de l'écrivain fait soupçonner des liens dont il ne veut ou ne peut pas parler. La destination finale du voyage est Paris, où il rejoint son frère Francesco, peintre renommé de bataille. Le reflet de ce séjour dans les lettres de Francesca Buschini est contradictoire. Vous dites que vos connaissances sont presque toutes parties dans l'autre monde, et qu'il faut maintenant que vous en fassiez de nouvelles. Vous dites que c'est difficile parce que vous ne plaisez plus aux femmes, mais si vous pouvez encore plaire, il suffit que vous ayez de l'argent, et vous en trouverez autant que vous voudrez. Lettre du 18 octobre. Mais puis, vous dites que Paris est un paradis et qu'il vous semble avoir 20 ans de moins. Je me réjouis beaucoup avec vous de cette apparence de jeunesse. C'est signe que vous êtes en partie content. J'en suis bien heureuse, lettre du 1er novembre. Ce sont journées mouvementées, comme autrefois. À Paris, Giacomo rencontra le savant américain Benjamin Franklin et le philosophe Condorcet, et à côté d'eux assista à la solennelle réouverture de l'Académie des sciences, au Vieux Louvre. Le sujet dont il les écouta parler fut l'événement alors en vogue, les premières ascensions en ballon aérostatique. Mais à dominer sa dernière visite parisienne, c'est une femme, de celle que le siècle, avec grâce euphémique, désignait comme adonnée à la galanterie. Criblé de commandes et de dettes, Francesco avait une liaison tumultueuse avec sa femme Jeanne-Catherine de Lachaud ou de Lachaud, une Belge de 20 ans plus jeune que lui qu'il, veuf de longtemps, avait épousée en secondes noces. Son amant, le riche comte de Montbarret, voulait se défaire d'elle par une dot de 12 000 livres que Francesco empocha, avec l'obligation toutefois de reconnaître les 2 enfants que son prédécesseur lui confiait. Épuiser vite la dot par la prodigalité du couple, la jeune femme voulait reprendre ses habitudes de vie libre, et les disputes entre les conjoints étaient connues en tout le Louvre où les 2 habitaient. Giacomo mit un certain ordre dans les affaires du couple,
apaisa les intempérances de sa belle-sœur, désintéressa les plus agressifs créanciers, et ensuite décida d'emmener avec lui son frère, quittant Catherine avec ses enfants, les restes de la dot et les créanciers du mari. Ayant obtenu leur passeport à la faveur de l'ambassadeur vénitien et du ministre français, les deux frères partirent le 24 novembre 1783, à destination de Vienne où ils arrivèrent le 7 décembre et où Giacomo était désormais décidé à s'établir avec Francesco. C'est en cette occasion toutefois qu'il y eut le préavis de l'événement qui devait marquer la dernière partie de sa vie. Chez l'ambassadeur vénitien, il reçut de la part de Waldstein la première invitation à s'établir dans son château de Dux avec le rôle de bibliothécaire. Casanova pour le moment refusa. Mais la France, où il avait passé les ans les plus extraordinaires de son existence, était en tout cas déjà exclue pour lui et pour son frère. Ce que signifiait renoncer à Paris le dit le regret de l'abbé Ferdinando Galliani, le grand économiste et représentant du siècle des Lumières, lorsqu'en 1769 il fut rappelé à Naples sur demande du ministre français Choiseul. Quelle vie! Rien n'amuse ici. La vie y est d'une uniformité tuante. On ne dispute de rien, pas même de religion. Ah mon cher Paris! Ah que je le regrette! Lettre à Dolbar du 7 avril 1770. Et pourtant des voyageurs comme le président de Brosse qui avait fait son grand tour en 1739 décrivaient Naples comme dissolue même plus que Venise, à la vie mondaine intense et au théâtre plus superbe que ceux de Paris. Mais le regret de Galliani concerne la vie culturelle en France. Si Casanova avait peu fréquenté les célèbres salons littéraires gouvernés par des femmes ou les cercles masculins d'Helvétius et du baron d'Holbach, les deux extrémistes de la nouvelle philosophie, il connaissait toutefois la liberté intellectuelle qu'on respirait dans la capitale française et qui n'avait rien de pareil dans l'empire des Habsbourg. La scène décrite par l'abbé Morellet, traducteur de l'œuvre de Cesare Beccaria dei Delitti del Pene, où les philosophes d'Alembert, Raynal, Helvétius, Galliani, Marmontel se rencontrent au jardin des Tuileries, lieu public, pour y trouver d'autres amis, apprendre des nouvelles, fronder le gouvernement et philosopher tout à notre aise, faisant cercle, assis au pied d'un arbre dans la grande allée et nous abandonnant à une conversation animée et libre comme l'air que nous respirions. Cette scène est inimaginable à Vienne. En esquissant sa géographie en 1768, Voltaire écrit que la raison, en Thalie mise à l'index, lorsqu'elle s'est présentée en Bavière et en Autriche a trouvé 2 ou 3 vieilles perruques qui l'ont regardée, les yeux stupéfaits et surpris, et lui ont dit « Madame, nous n'avons jamais entendu parler de vous, nous ne vous connaissons pas. » Puis le philosophe dresse la liste des pays où elle est bien accueillie. Berlin, Moscou, Copenhague, Stockholm, et même Espagne et Portugal où maintenant on allume moins souvent les bûchers de l'Inquisition. L'Empire des Habsbourg représente donc l'exception. Ici l'empreinte avait été donnée par Marie-Thérèse avec son tempérament autoritaire, l'alliance avec l'Église catholique, le contrôle des institutions publiques et de la vie privée des sujets. Ses fils Joseph II et Léopold II, qui lui succéderont à partir de 1780, agiront dans le cadre du système créé par elle, le premier dans le but d'en démanteler les piliers, le deuxième pour une partielle restauration suggérée pendant les ans de son bref règne entre 1790 et 1792 par les événements de la Révolution française. L'aventurier vénitien avait fait 2 fois l'expérience du puritanisme du long règne de Marie-Thérèse, un état où la police, il écrira dans ses mémoires, est la plus agaçante que la tyrannie la plus bigote puisse imaginer. Pendant son premier séjour viennois, en 1753, il avait vu en action la tristement célèbre commission de chasteté, instituée 2 ans auparavant par la pieuse impératrice afin de réprimer au moyen de mesures de police les rapports sexuels hors du mariage. À cause de la bigoterie de l'impératrice, c'était extrêmement difficile, surtout pour les étrangers, de se faire des amis. Des espions scélérats, qui se décoraient du nom de commissaires pour la chasteté, étaient les bourreaux impitoyables de toutes les jolies filles. 500 de ces mouchards au service de la police patrouillaient Vienne pour arrêter n'importe quelle femme se promenant seule, à moins qu'elle ne portât en main un chapelet. Tout à Vienne était beau, il y avait beaucoup d'argent et beaucoup de luxe, mais une grande gêne pour ceux qui étaient dévoués à Vénus. Raconte l'histoire de ma vie. Les censeurs des mœurs suivaient les femmes soupçonnées d'une liaison illégitime et si celles-ci entraient dans une maison, ils les attendaient et à la sortie les interrogeaient sur qui elles avaient rencontré et quoi avaient fait,
en les arrêtant si les réponses ne leur semblaient pas satisfaisantes. La prison où on les conduisait, appelée en ancien allemand Stockhaus, de Stock, le bloc en bois par lequel on enfermait les pieds des prisonniers, était à Leopoldstadt et ici on leur enlevait tous les objets de valeur. Casanova se vit une fois confier par une jeune femme en fuite une horloge en or, dans la crainte qu'on la lui volât en prison. La prison était prévue aussi pour les femmes adultères, même contre la volonté du mari, tandis que pour les femmes coupables d'amour vénal on procédait à la déportation à Temesvar, localité malsaine de la Roumanie. Casanova découvrit à son profit chez une famille aristocratique, que de la persécution policière restaient exclus les Fräulein, ou jeunes filles de haut rang, qui ne craignaient pas de préjudicier à leur noblesse en acceptant de l'argent. Après avoir découvert les privilèges de ces demoiselles, j'ai vu, c'est son commentaire, que les commissaires de chasteté n'étaient gênants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.